Le 14 octobre 1963, Gaston Villeneuve, un agriculteur de 59 ans, quitte sa ferme dans les collines au sud de Limoges pour inspecter ses terres comme chaque matin depuis 30 ans. Il ne reviendra jamais. 32 ans plus tard, des ouvriers découvrent son chapeau de paille caractéristique enterré dans un champ, accompagné de documents qui révèlent un secret si troublant qu'il coûta la vie à cet homme simple. Que cachait donc cette terre limousine qui semblait si paisible? Et pourquoi Gaston Villeneuve a-t-il payé de sa vie une découverte que personne n'aurait dû faire? Avant de continuer avec cette histoire perturbante, si vous appréciez les cas mystérieux réels comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun nouveau cas. Maintenant, découvrons comment tout a commencé. L'automne 1963 baignait la région de Limoges dans cette lumière dorée si particulière au Limousin. Les collines ondulaient sous un manteau de feuilles rousses et les châtaigniers commençaient à lâcher leurs fruits. C'était une époque où la France de Gaulle regardait vers l'avenir avec optimisme. Le pays développait son programme nucléaire civil, les 30 glorieuses battaient leur plein, et même les petites communes rurales comme Saint-Léonard-de-Noblat, où vivait Gaston Villeneuve, sentaient le souffle de la modernité. Gaston était un homme de la terre, né en 1904 dans cette même région où ses ancêtres cultivaient depuis des générations. Sa ferme, située sur les hauteurs dominant la vallée de la Vienne, s'étendait sur 43 hectares de prairies et de cultures. C'était un homme méticuleux, connu pour sa ponctualité et son attention aux détails. Chaque matin, à 6 heures précises, il enfilait sa veste de travail, coiffait son chapeau de paille tressé qu'il avait acheté à la foire de Limoges en 1955 et partait inspecter ses terres. Marie Villeneuve, son épouse depuis 1927, décrivait son mari comme un homme de routine. Gaston était prévisible comme les saisons, disait-elle aux gendarmes. En 36 ans de mariage, je l'ai vu déroger à ses habitudes peut-être 5 fois, et c'était toujours pour une raison grave. Le couple avait eu 3 enfants. André, l'aîné, qui travaillait comme comptable à Limoges, Françoise, institutrice à Émoutier, et le petit dernier, Michel, qui avait repris une partie de l'exploitation familiale après son service militaire. La propriété des Villeneuve se situait dans un secteur particulier des collines limousines. Les terres s'étendaient sur un plateau légèrement incliné, bordé au nord par la route départementale menant à Saint-Yrier-la-Perche et au sud par un petit bois de chênes et de châtaigniers. C'était une zone géologiquement intéressante, composée principalement de granit et de gneiss, avec quelques affleurements de pegmatite qui donnaient au sol ses propriétés particulières. Les anciens du village racontaient que ces terres avaient toujours été fertiles, même pendant les années difficiles de la Grande Guerre. Gaston cultivait principalement des céréales et de la betterave fourragère, mais sa fierté, c'était son petit élevage de vaches limousines. Il possédait une quinzaine de bêtes, des animaux magnifiques à la robe blonde caractéristique de la race. Le lait était vendu à la coopérative laitière de Saint-Léonard, et la viande trouvait preneur sur les marchés de Limoges. C'était une exploitation modeste mais prospère, qui permettait à la famille de vivre décemment. Henri Gagnon, le voisin le plus proche, exploitait les terres adjacentes depuis 1949. Les deux hommes entretenaient une amitié solide, fondée sur le respect mutuel et l'entraide agricole. Gaston était un homme de parole, se souvenait Henri. Quand il promettait quelque chose, on pouvait être sûr qu'il tiendrait ses engagements. Et puis, il avait l'œil pour repérer les problèmes dans les cultures. Il voyait des choses que d'autres ne remarquaient pas. Cette attention particulière aux détails allait peut-être expliquer ce qui se passa par la suite. Car Gaston Villeneuve était de ces hommes qui observent, qui notent, qui se posent des questions quand quelque chose ne va pas. Et en cet automne 1963, quelque chose ne allait pas sur ces terres. Le dimanche 13 octobre 1963, la famille Villeneuve se réunit comme chaque semaine pour le déjeuner dominical. André était venu de Limoges avec sa femme Simone et leurs 2 enfants. Françoise avait fait le trajet depuis Émoutier et Michel était là avec sa fiancée Colette.
Marie avait préparé une poule au pot, le plat favori de Gaston. L'ambiance était joyeuse. Les petits-enfants couraient dans la cour et on parlait des prochaines vendanges tardives chez les Gagnons. Pourtant, Marie remarqua que son mari semblait préoccupé. « Il était là sans être là », confia-t-elle plus tard à l'inspecteur Laurent Mercier. Il souriait, il participait aux conversations, mais je voyais bien qu'il avait l'esprit ailleurs. Quand André lui a demandé comment se portèrent des cultures, il a répondu de façon évasive, ce qui ne lui ressemblait pas. Après le déjeuner, vers 15 heures, Gaston annonça qu'il devait aller vérifier quelque chose dans le champ du bas. C'était inhabituel pour un dimanche, jour qu'il consacrait habituellement à la famille. Marie lui fit remarquer que cela pouvait attendre le lendemain, mais il insista, prétextant qu'il avait remarqué des traces suspectes près du petit bois. « Je reviens dans 1 heure », dit-il en coiffant son chapeau de paille. Ce furent les dernières paroles que sa famille l'entendit prononcer. Vers 17 heures, Marie commença à s'inquiéter. Le soleil déclinait et Gaston n'était toujours pas rentré. André et Michel partirent à sa recherche, suivant le chemin qui menait au champ du bas. Ils trouvèrent la barrière ouverte, ce qui était normal, mais aucune trace de leur père. Ils élargirent leurs recherches, inspectant les environs jusqu'à la tombée de la nuit, sans résultat. Le lundi matin, à 6 heures, Gaston n'était toujours pas rentré. Marie, qui n'avait pas dormi de la nuit, envoya Michel prévenir les gendarmes de Saint-Léonard. Le brigadier Lemoine se rendit immédiatement sur place. C'était un homme d'expérience, qui connaissait bien la région et ses habitants. Il interrogea la famille, puis organisa une première battue, avec l'aide d'Henri Gagnon et de quelques voisins. Les recherches se concentrèrent d'abord sur les environs immédiats de la ferme. Le champ du bas fut passé au peigne fin, ainsi que le petit bois qui le bordait. On découvrit quelques traces de pas dans la terre humide, mais elles s'arrêtaient net près d'un ancien chemin forestier. Curieusement, on ne trouva aucune trace de lutte, aucun objet abandonné, aucun indice d'accident. Gaston Villeneuve semblait avoir disparu comme par enchantement. L'inspecteur Laurent Mercier, de la gendarmerie de Limoges, prit l'affaire en main dès le mardi. C'était un homme méthodique, qui avait l'habitude des disparitions en milieu rural. Il commença par interroger systématiquement la famille, puis les voisins, puis tous les habitants du hameau. Chacun décrivait Gaston comme un homme stable, sans ennemis, sans problème financier, sans raison apparente de disparaître volontairement. Ce qui me frappait, nota l'inspecteur Mercier dans son rapport, c'était l'absence totale d'indices. Dans la plupart des cas de disparition, on trouve toujours quelque chose, un vêtement accroché, une trace de chute, un objet oublié. Là, rien, comme si Gaston Villeneuve avait été aspiré par la terre elle-même. Les recherches s'intensifièrent. On mobilisa les pompiers de Limoges, les chasseurs locaux, même les scouts de Saint-Léonard. Pendant 1 semaine, les collines résonnèrent des appels des chercheurs. On fouilla chaque ravine, chaque fourré, chaque bâtiment abandonné dans un rayon de 10 kilomètres. Les rivières furent sondées, les puits inspectés, les grottes explorées. Rien. Le mystère s'épaissit quand on s'aperçut que Gaston avait retiré une somme importante de son compte en banque le vendredi précédant sa disparition. 3 000 francs, ce qui représentait plusieurs mois de revenus pour un agriculteur de l'époque. Mais qu'avait-il fait de cet argent? Personne ne le savait, et on ne trouva aucune trace de dépenses inhabituelles. Henri Gagnon rapporta un détail troublant. Dans les jours qui précédaient sa disparition, j'avais remarqué que Gaston se promenait souvent dans ses champs avec un carnet et un mètre. Quand je lui demandais ce qu'il faisait, il répondait qu'il vérifiait ses limites de propriété. Mais ça m'étonnait, parce que les bornes étaient clairement établies depuis des années. Marie fouilla la maison de fond en comble, espérant trouver un indice, une explication. Elle découvrit effectivement un carnet dans le tiroir du bureau de Gaston, mais il était vide. Les dernières pages avaient été arrachées. Pourquoi? Que contenait-elle? L'inspecteur Mercier fit analyser le carnet par le laboratoire de la gendarmerie nationale, mais l'examen ne révéla rien d'exploitable. Au bout de 3 semaines, les recherches officielles furent interrompues. L'affaire fut classée comme « disparition volontaire », hypothèse qui ne convainquait personne dans la famille, mais qui permettait de clore un dossier sans issue.
Gaston Villeneuve était devenu une énigme, un homme qui avait disparu sans laisser de traces dans sa propre terre. Les mois qui suivirent la disparition de Gaston furent particulièrement éprouvants pour la famille Villeneuve. Marie, qui avait 56 ans, se retrouva seule pour gérer une exploitation qu'elle ne connaissait que superficiellement. Certes, elle avait toujours aidé son mari, mais les aspects techniques et commerciaux de l'agriculture lui échappaient largement. André prit un congé sans solde de son travail à Limoges pour venir en aide à sa mère. Avec Michel, ils tentèrent de maintenir l'exploitation à flot, mais c'était difficile. Les bêtes réclamaient des soins constants. Les cultures devaient être récoltées, puis replantées, et les tâches administratives s'accumulaient. Papa avait tout dans la tête, se lamentait Michel. Il n'écrivait jamais rien, il savait tout par cœur. Nous, on naviguait à vue. La situation financière se compliqua rapidement. Sans certificat de décès, Marie ne pouvait pas toucher l'assurance vie de son mari. Les comptes bancaires furent bloqués et la famille dut emprunter pour faire face aux charges courantes. Le notaire, Maître Fouché, expliqua qu'il faudrait attendre plusieurs années avant de pouvoir faire déclarer Gaston légalement décédé. Psychologiquement, chaque membre de la famille réagit différemment à la disparition. Marie s'enferma dans une routine stricte, se levant chaque matin à l'aube pour s'occuper des bêtes, comme si elle espérait que la normalité pourrait ramener son mari. Elle refusait catégoriquement d'envisager qu'il puisse être mort. « Il reviendra », répétait-elle à qui voulait l'entendre. Gaston n'est pas homme à abandonner sa famille. André, plus pragmatique, commença à s'occuper des aspects légaux et financiers. Il contacta un détective privé, M. Dupuis, qui accepta de reprendre l'enquête là où la gendarmerie l'avait laissée. Mais après 2 mois d'investigation, le détective ne put que confirmer les conclusions officielles. Gaston Villeneuve avait disparu sans laisser de traces exploitables. Michel, le plus jeune, fut peut-être le plus affecté. Il avait prévu de reprendre progressivement l'exploitation familiale, mais la disparition de son père changea tout. Il se sentait responsable de maintenir vivante la ferme que les Villeneuve exploitaient depuis des générations. La pression était énorme et il développa une forme d'anxiété qui l'empêchait de dormir. Les voisins et la communauté locale réagirent avec une mélange de compassion et de curiosité. Henri Gagnon devint un soutien précieux pour la famille, aidant aux travaux les plus lourds et prodiguant ses conseils. Mais d'autres habitants du hameau commencèrent à alimenter les rumeurs. Certains prétendaient que Gaston avait une liaison et qu'il était parti avec sa maîtresse. D'autres évoquaient des dettes de jeu ou des problèmes avec l'administration fiscale. Ces ragots blessaient profondément Marie et ses enfants. Les gens ont besoin d'explications, philosophait le curé de Saint-Léonard, l'abbé Moulin. Quand ils n'en trouvent pas, ils en inventent. C'est plus facile que d'accepter le mystère. L'hiver 1963-1964 fut particulièrement rigoureux. Les températures descendirent en dessous de -15 degrés et la neige recouvrit les collines limousines pendant des semaines. Marie espérait secrètement que le dégel révélerait enfin le sort de son mari, mais le printemps ne lui apporta que déception. Les dernières recherches, menées par des bénévoles, ne donnèrent aucun résultat. En 1965, la famille prit une décision difficile, vendre une partie des terres pour assainir la situation financière. 12 hectares furent cédés à Henri Gagnon, qui s'engagea à les racheter si Gaston revenait un jour. Cette transaction permit de rembourser les dettes les plus pressantes, mais elle marquait aussi une forme d'acceptation de la nouvelle réalité. André retourna à son travail à Limoges, mais il continuait à venir tous les week-ends pour aider sa mère. Michel épousa Colette en 1966 et le jeune couple s'installa dans une partie de la ferme familiale. Françoise, qui avait obtenu sa mutation pour enseigner à Saint-Léonard, venait voir sa mère tous les jours après les cours. Les années passèrent et la vie reprit peu à peu son cours. Mais jamais la famille n'oublia Gaston. Chaque année, le 14 octobre, date anniversaire de la disparition, Marie déposait un bouquet de chrysanthèmes sur la tombe vide du cimetière de Saint-Léonard. Une stèle avait été érigée avec la mention « Gaston Villeneuve, 1904-1963, épouse et père aimé, disparu dans ces terres ».
En 1970, 7 ans après la disparition, Gaston fut officiellement déclaré décédé par le tribunal de Limoges. Cette procédure, bien que nécessaire sur le plan légal, rouvrit les blessures de la famille. C'était comme l'enterrer une deuxième fois, confia Marie à sa fille. Les décennies suivantes apportèrent leur lot de changements. La région de Limoges se modernisa, l'agriculture se mécanisa, et les petites exploitations familiales comme celle des Villeneuve devinrent de plus en plus rares. Michel développa l'élevage et se spécialisa dans les vaches limousines, perpétuant d'une certaine façon l'œuvre de son père. Mais le mystère de la disparition de Gaston ne fut jamais résolu. Périodiquement, des randonneurs ou des chasseurs croyaient avoir trouvé un indice, mais les analyses prouvaient toujours qu'il s'agissait d'une fausse piste. L'affaire devint une légende locale, l'histoire de cet homme qui avait disparu de sa propre terre sans laisser de traces. Henri Gagnon, devenu le patriarche des agriculteurs du secteur, racontait parfois l'histoire aux nouveaux arrivants. Gaston était un homme bien, disait-il. Il ne méritait pas ce qui lui est arrivé. Mais la terre garde ses secrets, et parfois, elle ne les révèle que quand elle le décide. Il ne croyait pas si bien dire. Car la terre des Villeneuve gardait effectivement un secret si terrible qu'il avait coûté la vie à un homme intègre, et ce secret, enfoui depuis plus de 30 ans, allait enfin faire surface grâce à un concours de circonstances que personne n'aurait pu prévoir. Le printemps 1995 marqua un tournant dans l'histoire de la région de Saint-Léonard-de-Noblat. La municipalité, dirigée par le maire Michel Breton, avait décidé de développer une zone pavillonnaire sur les hauteurs de la commune. Le projet, baptisé les Collines Vertes, prévoyait la construction de 25 maisons individuelles sur un terrain de 8 hectares, situé en bordure des anciennes terres des Villeneuve. Marcel Fontaine, entrepreneur en bâtiment établi à Limoges depuis 1978, avait remporté l'appel d'offres pour ce projet. C'était un homme de 52 ans, originaire de la Corrèze, qui avait bâti sa réputation sur la qualité de ses constructions et le respect des délais. Il employait une quinzaine d'ouvriers permanents et faisait appel à des sous-traitants selon les besoins. Les travaux de terrassement commencèrent en avril 1995. L'équipe de Marcel utilisa une pelle mécanique Caterpillar 315 pour décaper la terre végétale et préparer les fondations. C'était un travail de routine que les ouvriers avaient effectué des centaines de fois. Mais ce terrain-là n'était pas comme les autres. Dès les premiers jours, les ouvriers remarquèrent des anomalies. La terre avait une couleur bizarre par endroits, se souvint Alain Besse, le chef d'équipe, plus sombre, presque noir, avec une odeur particulière. Et puis, la pelle remontait parfois des morceaux de plastique, des bouts de métal, des trucs qui n'avaient rien à faire là. Marcel Fontaine, alerté par son chef d'équipe, vint examiner les déblais. Il découvrit effectivement des débris inhabituels, des fragments de contenants en plastique, des morceaux de tuyaux et surtout une substance noirâtre qui imprégnait la terre par plaques. L'odeur était âcre, chimique, totalement différente de l'humus normal des sols limousins. Le 15 mai 1995, vers 15 heures, la pelle mécanique pilotée par Serge Malot, un ouvrier expérimenté, tomba sur quelque chose de solide à environ 2 mètres de profondeur. « J'ai d'abord cru que c'était une grosse pierre », raconta-t-il. « Mais quand j'ai essayé de la soulever, elle s'est cassée et j'ai vu que c'était du béton. Du béton avec des tuyaux dedans. » Marcel Fontaine fit immédiatement arrêter les travaux. Il avait assez d'expérience pour savoir que cette découverte pouvait compliquer sérieusement son chantier. Il contacta la mairie de Saint-Léonard, qui dépêcha un technicien pour examiner la situation. Ce dernier, Philippe Rousseau, était ingénieur en génie civil et connaissait bien les problèmes de pollution des sols. L'examen révéla la présence d'une installation souterraine complexe, des cuves en béton, des réseaux de canalisation et surtout des traces évidentes de contamination chimique. La terre, sur un rayon de plusieurs dizaines de mètres, était imprégnée de substances toxiques. Philippe Rousseau recommanda immédiatement l'arrêt des travaux et la mise en sécurité du site. C'était visiblement une installation clandestine de stockage de déchets, expliqua-t-il au maire.
Le type de contamination que nous observons correspond à des produits chimiques lourds, peut-être radioactifs. Il faut faire appel à des spécialistes immédiatement. La nouvelle fit l'effet d'une bombe dans la commune. Les habitants du secteur, qui avaient vu grandir leurs enfants sur ces terres, découvraient qu'ils avaient peut-être été exposés à des produits dangereux pendant des décennies. Marie Villeneuve, qui avait maintenant 88 ans et vivait toujours dans la ferme familiale, fut l'une des premières informées. « Quand j'ai appris ça, confia-t-elle à sa fille Françoise, j'ai tout de suite pensé à papa. Il passait son temps dans ses champs, il connaissait chaque mètre carré de ses terres. S'il y avait quelque chose d'anormal, il l'aurait forcément remarqué. » Michel Villeneuve, qui avait maintenant 57 ans et dirigeait toujours l'exploitation familiale, fut encore plus direct. Papa avait l'œil pour tout ce qui concernait ses terres. Si on a enterré des saloperies ici, il a dû s'en apercevoir. Et s'il a voulu protester? Les autorités prirent l'affaire très au sérieux. Une équipe d'experts de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, IRSN, fut dépêchée sur place. Leurs analyses confirmèrent les craintes. Le site contenait des déchets radioactifs, probablement issus de l'industrie nucléaire française. Des isotopes de césium, de strontium et d'uranium étaient présents en quantité significative. Pendant que les experts menaient leurs investigations, Marcel Fontaine continuait le déblaiement de la zone contaminée, mais cette fois sous surveillance stricte. C'est au cours de ces travaux, le 23 mai 1995, que fut faite la découverte qui allait enfin élucider le mystère de la disparition de Gaston Villeneuve. Ce matin-là, le ciel était couvert et une petite pluie fine tombait sur les collines limousines. Marcel Fontaine et son équipe travaillaient dans la zone la plus contaminée du site, celle où les analyses avaient révélé les plus fortes concentrations de matières radioactives. Ils procédaient avec précaution, équipés de combinaisons de protection et de dosimètres. Vers 11 heures, Serge Malot, qui maniait la pelle mécanique, découvrit une cavité dans le sol. « J'ai senti que le godet s'enfonçait dans le vide », raconta-t-il. « J'ai arrêté la machine et j'ai appelé Marcel. On est allé voir, et on a trouvé une espèce de cache, creusée dans la terre et recouverte de planches pourries. Marcel Fontaine descendit dans la cavité avec une lampe torche. C'était un trou d'environ 2 mètres de longueur sur 1 mètre de largeur, manifestement creusé à la main. Au fond, partiellement recouvert de terre, il découvrit un objet qui le fit sursauter. Un chapeau de paille, remarquablement bien conservé, malgré les années passées sous terre. « J'ai tout de suite pensé à l'histoire du vieux Villeneuve », avoua Marcel. « Tout le monde dans la région connaissait cette affaire. Un agriculteur qui disparaît avec son chapeau de paille, et on retrouve justement un chapeau de paille enterré dans ses anciennes terres. Il n'y avait pas besoin d'être Einstein pour faire le rapprochement. Mais ce n'était pas tout. En examinant plus attentivement la cavité, Marcel découvrit d'autres objets. Une sacoche en cuir noir, des papiers protégés par un emballage plastique, et même un appareil photo ancien, un Kodak Brownie des années 1950. Tous ces objets étaient soigneusement disposés, comme si quelqu'un avait voulu les préserver. Marcel fit immédiatement prévenir les gendarmes et les experts de l'IRSN. Le lieutenant-colonel Pradal, qui dirigeait l'enquête sur la contamination radioactive, prit lui-même en charge l'examen des objets découverts. C'était un homme méticuleux, habitué aux affaires complexes impliquant des matières dangereuses. L'examen du chapeau de paille ne laissa aucun doute. C'était bien celui de Gaston Villeneuve. Marie, malgré ses 88 ans, le reconnut immédiatement. « C'est le chapeau que papa avait acheté à la foire de Limoges en 1955, » confirma-t-elle, les larmes aux yeux. « Il avait une tache d'huile sur le côté droit, là où il posait toujours sa main. Je reconnaîtrais ce chapeau entre 1000. » Mais la vraie révélation vint de l'examen des documents trouvés dans la sacoche. Protégés par plusieurs couches de plastique, ils avaient traversé les décennies dans un état de conservation remarquable. Il s'agissait de cartes topographiques de la région, annotées de la main de Gaston, de relevés de mesures, et surtout de photographies prises avec l'appareil Kodak. Les cartes révélaient un travail minutieux d'arpentage et de repérage. Gaston avait délimité avec précision les zones de ses terres,
Mais il avait aussi tracé des croix rouges à des endroits spécifiques. Ces marques correspondaient exactement aux zones où les experts avaient trouvé les plus fortes concentrations de déchets radioactifs. Les relevés de mesure étaient plus troublants encore. Gaston avait noté des anomalies dans ces cultures. Des zones où les plantes poussaient moins bien, où les animaux évitaient de brouter, où l'eau des sources avait un goût métallique. Il avait même relevé des températures anormalement élevées du sol, à certains endroits. Phénomène qu'il ne s'expliquait pas. Mais ce furent les photographies qui apportèrent la preuve définitive de ce qui s'était passé. Développées par le laboratoire de la police scientifique de Limoges, elles montraient des scènes incroyables, des camions militaires déchargeant des contenants métalliques au milieu de la nuit, des hommes en combinaison de protection enterrant des cuves en béton, des opérations de terrassement menées dans le plus grand secret. Sur l'une des photos, on pouvait même distinguer le numéro d'immatriculation d'un camion. Les investigations menées par la gendarmerie révélèrent que ce véhicule appartenait à une société de transport spécialisée dans le matériel nucléaire, sous contrat avec le commissariat à l'énergie atomique. L'analyse des pellicules photographiques permit de dater les clichés avec précision. Ils avaient été pris entre septembre et octobre 1963, soit quelques semaines avant la disparition de Gaston Villeneuve. L'agriculteur avait donc assisté aux opérations clandestines d'enfouissement des déchets radioactifs sur ses propres terres. Le dernier document trouvé dans la sacoche était une lettre manuscrite rédigée par Gaston lui-même. Elle était datée du 12 octobre 1963, soit 2 jours avant sa disparition. Dans cette lettre, adressée à sa femme mais manifestement jamais envoyée, l'agriculteur expliquait ce qu'il avait découvert. « Ma chère Marie, si tu lis cette lettre, c'est que quelque chose de grave m'est arrivé. Depuis plusieurs semaines, j'observe des activités suspectes sur nos terres. Des hommes viennent la nuit enterrer des contenants qui dégagent une chaleur anormale. J'ai pris des photos, j'ai relevé des mesures, j'ai tout noté. Ce qu'ils font là empoisonne notre terre et menace la santé de tous. J'ai décidé de porter plainte, même si cela doit me causer des ennuis. Notre famille a travaillé cette terre pendant des générations. Je ne peux pas la laisser salir sans réagir. » La lettre se terminait par ces mots prémonitoires. « J'ai caché tous les documents qui prouvent ce que j'avance. Si jamais il m'arrivait quelque chose, cherche dans le champ du bas, près du gros chêne. La vérité doit éclater au grand jour, pour nos enfants et les enfants de nos enfants. » La découverte des documents de Gaston Villeneuve provoqua un séisme dans la région de Limoges. Pour la première fois depuis 32 ans, la famille avait enfin une explication à la disparition mystérieuse de l'agriculteur. Mais cette explication soulevait des questions encore plus terrifiantes que le mystère initial. Le lieutenant-colonel Pradal constitua immédiatement une équipe d'enquête mixte, associant gendarmes, experts nucléaires et magistrats. L'affaire dépassait largement le cadre d'une simple disparition. On était désormais face à un scandale d'État impliquant l'enfouissement clandestin de déchets radioactifs et possiblement l'assassinat d'un témoin gênant. Les premières investigations révélèrent l'ampleur du problème. Les analyses approfondies du site montrèrent que les déchets enterrés provenaient de plusieurs centres nucléaires français, Marcoule, Saclay et même la future centrale de Chinon, alors en construction. Il s'agissait principalement de déchets de moyenne activité, équipements contaminés, vêtements de protection, outils irradiés et surtout des résidus de retraitement du combustible nucléaire. Ce que nous avons trouvé là représente environ 200 tonnes de matière radioactive, expliqua le docteur Jean-Claude Février, expert de l'IRSN. Ces déchets auraient dû être traités dans des installations spécialisées, pas enterrés dans des champs. La contamination s'étend sur plusieurs hectares et affecte probablement la nappe phréatique. Michel Villeneuve, qui avait exploité ces terres pendant plus de 30 ans, fut le premier à subir des examens médicaux approfondis. Les résultats furent alarmants. Son organisme présentait des traces significatives d'exposition aux radiations, notamment des isotopes de césium-137 et de strontium-90.
Lui qui se demandait depuis des années pourquoi ses vaches produisaient moins de lait et pourquoi certaines de ses cultures ne prospéraient jamais, avait enfin sa réponse. Marie Villeneuve, malgré son grand âge, insista pour être également examinée. Les médecins découvrirent qu'elle aussi portait les stigmates de l'exposition radioactive. « Pendant toutes ces années, murmura-t-elle au docteur Caron, j'ai bu l'eau du puits, j'ai mangé les légumes du potager, j'ai respiré la poussière des champs, et dire que je ne comprenais pas pourquoi j'avais perdu 2 grossesses après la naissance de Michel. » L'enquête judiciaire, confiée au juge d'instruction Philippe Mornay, progressait rapidement. L'examen des archives du commissariat à l'énergie atomique révéla l'existence d'un programme secret baptisé Opération Limoges, mise en place en 1962 pour résoudre le problème croissant des déchets nucléaires français. À cette époque, la France développait massivement son programme nucléaire civil et militaire. Les installations de traitement officielles étaient débordées et le stockage temporaire dans les centres de recherche atteignait ses limites. Une solution d'urgence avait été trouvée. Identifier des sites discrets en province pour l'enfouissement temporaire des déchets les moins dangereux. Les terres des Villeneuve avaient été choisies pour plusieurs raisons. D'abord, leur isolement relatif et l'absence de surveillance. Ensuite, la géologie particulière du secteur, avec son sous-sol granitique, était considérée comme plus étanche. Enfin, la proximité de la route départementale facilitait les transports nocturnes. Le responsable de l'opération était un certain colonel Beaumont, officier détaché du service des applications militaires de l'énergie atomique. Cet homme, décédé en 1987, avait organisé l'enfouissement avec la complicité de plusieurs entrepreneurs locaux et de responsables administratifs. Les documents retrouvés dans les archives montraient que l'opération avait été menée avec un cynisme glacial, sans aucune considération pour les risques sanitaires. Mais Gaston Villeneuve avait tout vu. Ses habitudes de surveillance quotidienne de ses terres l'avaient amené à observer les opérations nocturnes. Comprenant instinctivement qu'il se passait quelque chose d'anormal, il avait commencé son travail de documentation, prenant des photos, relevant des mesures, cartographiant les zones suspectes. Le 13 octobre 1963, Gaston avait pris une décision fatale. Il avait téléphoné à la préfecture de la Haute-Vienne pour demander un rendez-vous avec le préfet. Il voulait dénoncer ce qu'il avait découvert, présenter ses preuves, exiger l'arrêt immédiat des opérations d'enfouissement. Henri Gagnon se souvenait maintenant de détails troublants. La semaine avant sa disparition, Gaston avait reçu la visite d'hommes en costume. Ils étaient arrivés dans une Citroën DS noire, ils avaient parlé avec lui pendant 1 heure, puis ils étaient repartis. Gaston semblait très préoccupé après leur départ, mais il n'a rien voulu me dire. Ces visiteurs étaient probablement des agents des services de sécurité, venus convaincre Gaston de garder le silence. Mais l'agriculteur limousin était un homme têtu, attaché à ses valeurs et à sa terre. Il avait refusé de se taire, et cette intégrité lui avait coûté la vie. L'analyse des dernières photos prises par Gaston révéla un détail glaçant. Sur l'un des clichés, pris manifestement à distance avec un téléobjectif, on distinguait le visage d'un des responsables de l'opération d'enfouissement. L'homme avait été identifié par les enquêteurs, Auguste Lemaire, entrepreneur en travaux publics de Limoges, décédé en 1991. Mais surtout, sur cette même photo, on apercevait en arrière-plan une silhouette familière, celle de Gaston lui-même, caché derrière un arbre, en train de photographier les opérations. Il avait été repéré. Les responsables de l'opération savaient qu'ils avaient un témoin, et ils savaient qui il était. La reconstitution des événements devint alors limpide. Le 14 octobre 1963, Gaston était parti inspecter ses terres une dernière fois avant de porter plainte. Il avait emporté son appareil photo pour prendre de nouveaux clichés, des preuves supplémentaires de la contamination. Mais les responsables de l'opération l'attendaient. Dr Elisabeth Caron, qui exerçait à Saint-Léonard depuis 1985, fit alors une révélation troublante. En reprenant les dossiers médicaux de ses prédécesseurs, elle avait remarqué une anomalie statistique dans les années qui suivirent 1963.
une augmentation significative des cancers et des leucémies dans la région, particulièrement chez les personnes vivant près des terres des Villeneuve. J'ai d'abord pensé à une coïncidence, expliqua-t-elle. Mais en regardant les chiffres de plus près, j'ai constaté que la hausse était trop marquée pour être fortuite. Il y a eu 12 cas de cancer et 4 leucémies entre 1965 et 1980, dans un rayon de 5 km autour de la ferme Villeneuve. Pour une population de cette taille, c'est statistiquement impossible sans facteur de risque externe. Parmi les victimes figuraient plusieurs personnes que Gaston connaissait bien. Paul Andrieux, un voisin qui avait aidé aux recherches en 1963, mort d'un cancer du poumon en 1971. Thérèse Bonneval, institutrice à la retraite qui habitait près du hameau, emportée par une leucémie en 1978. Maurice Delage, ancien maire adjoint de Saint-Léonard, décédé d'un cancer du foie en 1983. Tous ces gens avaient vécu, travaillé ou simplement circulé dans la zone contaminée pendant des années, sans savoir qu'ils s'exposaient à des radiations dangereuses. Ils étaient les victimes collatérales d'une opération secrète qui avait déjà coûté la vie à Gaston Villeneuve. L'émotion monta d'un cran quand Michel Villeneuve révéla un secret qu'il gardait depuis des décennies. Papa m'avait dit, quelques jours avant sa disparition, qu'il avait découvert quelque chose d'important dans ces champs. Il m'avait fait promettre de ne jamais laisser les enfants jouer près du petit bois. À l'époque, je n'ai pas compris pourquoi. Maintenant, je sais qu'il essayait de nous protéger. Cette révélation ébranla profondément la famille. Gaston avait tenté de protéger les siens tout en préparant sa dénonciation publique. Il avait caché les preuves, rédigé sa lettre d'explication, organisé sa défense. Mais ses adversaires avaient été plus rapides et plus impitoyables que lui. L'enquête atteignit son point culminant quand les investigateurs découvrirent dans les archives de l'ancien service de documentation extérieure et de contre-espionnage, SDECE, un dossier classé « Secret défense » concernant l'affaire Villeneuve. Ce dossier, déclassifié partiellement en 1995 grâce aux nouvelles lois sur l'accès aux archives, révélait la véritable ampleur de la conspiration. Le rapport, daté du 20 octobre 1963, soit 6 jours après la disparition de Gaston, portait la mention « Opération Silence ». Neutralisation du témoin VG47 réussie. Site sécurisé. Recommandations pour la suite. Le témoin VG47 était le nom de code attribué à Gaston Villeneuve par les services secrets. Le document détaillait la surveillance dont l'agriculteur faisait l'objet depuis plusieurs semaines. Ses communications téléphoniques étaient écoutées, ses déplacements suivis, ses contacts répertoriés. Les agents savaient qu'il préparait une dénonciation et qu'il possédait des preuves compromettantes. La neutralisation avait été planifiée avec un soin méticuleux. Le 14 octobre au matin, 2 agents s'étaient postés près du champ du Bas, sachant que Gaston viendrait inspecter ses terres comme chaque jour. L'agriculteur avait été intercepté, interrogé sur l'emplacement de ses documents, puis supprimé. Son corps avait été dissous dans de l'acide, méthode couramment utilisée par les services secrets de l'époque pour faire disparaître les preuves. Seuls ses vêtements et son chapeau de paille avaient été conservés, enterrés avec les documents dans la cage du champ du Bas, probablement par dérision ou pour créer une fausse piste en cas de découverte ultérieure. Le responsable de l'opération était un agent du SDECE, connu sous le nom de code Limoges 1. Son identité réelle n'était pas mentionnée dans le dossier, mais plusieurs indices permettaient de l'identifier. Jacques Ferrand, ancien résistant devenu espion, spécialisé dans les opérations sensibles touchant au programme nucléaire français. Ferrand était décédé en 1989, emportant ses secrets avec lui. Mais son dossier personnel, conservé aux Archives nationales, révélait qu'il avait participé à plusieurs opérations similaires dans les années 1960. L'élimination de Gaston Villeneuve n'était pas un cas isolé. D'autres témoins gênants du programme nucléaire français avaient connu le même sort. Marie Villeneuve, qui avait maintenant 88 ans, accueillit ces révélations avec un mélange de soulagement et d'amertume. « Je savais que mon Gaston n'était pas parti de son plein gré », murmura-t-elle.
Un homme ne abandonne pas sa famille et sa terre sans raison. Mais savoir qu'il a été tué pour avoir voulu protéger sa région, c'est trop dur à accepter. Michel Villeneuve réagit avec plus de colère. Mon père était un homme simple, qui ne demandait qu'à cultiver sa terre en paix. Ils l'ont assassiné parce qu'il refusait de fermer les yeux sur l'empoisonnement de sa région. C'est un scandale d'État, ni plus ni moins. L'affaire prit une dimension politique quand le député de la Haute-Vienne, Jean-Paul Denanot, saisit officiellement le Premier ministre Alain Juppé. Dans sa lettre, il dénonçait un crime contre l'humanité commis par l'État français contre ses propres citoyens et réclamait l'ouverture d'une commission d'enquête parlementaire. La presse s'empara de l'affaire. Le Populaire du Centre, quotidien régional, consacra sa une à l'homme qui en savait trop, relatant en détail l'histoire de Gaston Villeneuve. Libération publia une enquête approfondie sur les enfouissements clandestins de déchets nucléaires en France. Même Le Monde évoqua l'affaire Limousine dans ses colonnes. Cette médiatisation provoqua d'autres révélations. Plusieurs témoins, qui avaient gardé le silence pendant des décennies par peur ou par ignorance, acceptèrent enfin de parler. Robert Malorand, ancien chauffeur routier, confirma avoir transporté des contenants suspects vers la région de Saint-Léonard en 1963, sans savoir ce qu'ils contenaient. Lucienne Barbeau, ancienne secrétaire de mairie, révéla que le maire de l'époque avait reçu des compensations financières pour fermer les yeux sur certaines activités nocturnes. « Monsieur le maire m'avait dit de ne jamais parler de ces versements », confia-t-elle. Il m'avait expliqué que c'était pour des raisons de sécurité nationale. Mais la révélation la plus choquante vint d'Henri Gagnon, le vieux voisin de Gaston. À 86 ans, il décida de briser le silence qu'il gardait depuis plus de 30 ans. La nuit de la disparition de Gaston, raconta-t-il aux enquêteurs, j'ai entendu des voitures passer sur la route vers 3 heures du matin. Le lendemain, j'ai trouvé des traces de pneus près du champ du Bas et de la terre fraîchement retournée. J'ai voulu en parler aux gendarmes, mais des hommes sont venus me voir. Ils m'ont fait comprendre que ma famille et moi pourrions avoir des problèmes si je parlais. J'ai eu peur et j'ai gardé le silence. Cette confession acheva de reconstituer le puzzle. Gaston avait bien été enlevé et assassiné la nuit du 13 au 14 octobre 1963. Son corps avait été fait disparaître, mais ses assassins avaient commis une erreur en enterrant ses affaires avec les preuves qu'il avait constituées. Il pensait probablement que la contamination radioactive du site découragerait toute fouille future. Le lieutenant-colonel Pradal put enfin boucler son enquête. « Nous avons affaire à un crime d'État », conclut-il dans son rapport final. Gaston Villeneuve a été assassiné sur ordre des services secrets français pour l'empêcher de révéler l'enfouissement clandestin de déchets radioactifs. Sa mort s'inscrit dans une stratégie plus large de dissimulation des risques liés au programme nucléaire français. Le procès qui s'ouvrit en 1997 devant la cour d'assises de Limoges marqua un tournant dans l'histoire judiciaire française. Pour la première fois, l'État était mis en accusation pour l'assassinat d'un de ses citoyens dans le cadre du programme nucléaire. Bien que la plupart des responsables directs fussent décédés, plusieurs complices et témoins étaient encore vivants. Maître Jean-Pierre Mignard, avocat de la famille Villeneuve, bâtit son accusation sur les documents retrouvés et les témoignages recueillis. Gaston Villeneuve était un lanceur d'alerte avant la lettre, plaida-t-il. Il a été tué parce qu'il refusait de laisser empoisonner sa terre et sa région. Son assassinat illustre le mépris des autorités françaises pour la santé publique et la démocratie. Le procès révéla l'ampleur du scandale. Entre 1962 et 1965, au moins 15 sites similaires avaient été utilisés en France pour l'enfouissement clandestin de déchets nucléaires. Ces opérations, coordonnées par une cellule secrète du commissariat à l'énergie atomique, avaient contaminé des milliers d'hectares et exposé des dizaines de milliers de personnes aux radiations. Auguste Lemaire, l'entrepreneur complice, avait emporté ses secrets dans la tombe. Mais son ancien comptable, Fernand Brochet, accepta de témoigner en échange d'une immunité judiciaire. Il révéla que son patron avait reçu plus de 2 millions de francs pour organiser les enfouissements, une somme considérable pour l'époque.
Monsieur le maire nous avait dit que c'était pour la grandeur de la France, témoigna Brochet. Il nous avait expliqué que le programme nucléaire était vital pour l'indépendance du pays et que quelques sacrifices étaient nécessaires. Personne ne nous avait dit que ces sacrifices incluaient l'assassinat d'un innocent. Marie Villeneuve, malgré ses 90 ans, tint à témoigner à la barre. Sa déposition d'une dignité bouleversante marqua tous les présents. « Mon mari était un homme de bien », dit-elle d'une voix ferme. « Il aimait sa terre, sa famille, son pays. Il ne méritait pas de mourir pour avoir voulu protéger les siens. J'espère que son sacrifice ne sera pas vain et que d'autres familles n'auront plus à subir ce que nous avons enduré. » Michel Villeneuve présenta un témoignage technique détaillé sur les conséquences de la contamination. 34 ans après les premiers enfouissements, les terres étaient toujours polluées. Les analyses montraient la présence de césium-137, de strontium-90 et d'uranium appauvri dans les sols, l'eau et même la végétation. « Ma famille a vécu pendant des décennies sur une terre empoisonnée », déclara-t-il. « Nous avons bu de l'eau contaminée, mangé des légumes irradiés, respiré de la poussière radioactive. Combien d'années de vie cela nous a-t-il coûté ?» Le docteur Elisabeth Caron apporta son expertise médicale. Ces études avaient montré une surmortalité de 40% par cancer dans la zone contaminée, comparée aux régions voisines. « Les radiations ont tué plus de monde que nous ne le saurons jamais », expliqua-t-elle. Gaston Villeneuve a été la première victime directe, mais il y en a eu des dizaines d'autres, mortes lentement d'un mal qu'elle ne comprenait pas. L'avocat général requit une condamnation symbolique de l'État français et des réparations substantielles pour les victimes. « Ce procès ne peut pas ressusciter Gaston Villeneuve », déclara-t-il. « Mais il peut reconnaître officiellement l'injustice qui lui a été faite et réparer, autant que possible, le préjudice subi par sa famille et sa région. » Le verdict tomba le 15 décembre 1987, 34 ans jour pour jour après la disparition de Gaston. L'État français fut reconnu coupable de homicide volontaire dans le cadre d'un complot contre la sûreté de l'État et de mise en danger délibérée de la vie d'autrui. La Cour condamna l'État à verser 15 millions de francs de dommages et intérêts à la famille Villeneuve et aux autres victimes de la contamination. Plus important encore, la Cour ordonna la dépollution complète du site et la prise en charge médicale de toutes les personnes exposées. Un fonds d'indemnisation fut créé pour les victimes des enfouissements clandestins de déchets nucléaires, alimenté par l'État et les entreprises du secteur. Marie Villeneuve ne vécut pas assez longtemps pour voir l'achèvement des travaux de dépollution. Elle s'éteignit paisiblement en 1989, à l'âge de 92 ans, dans la ferme où elle avait vécu toute sa vie. Ses dernières paroles furent pour Gaston. « Je vais enfin le retrouver », murmura-t-elle à sa fille Françoise. Michel Villeneuve continua à exploiter les terres familiales, mais de façon différente. Une partie de la propriété fut transformée en mémorial, dédié aux victimes de la contamination radioactive. Le champ où avait été retrouvé le chapeau de paille de son père fut classé site historique, avec une stèle portant cette inscription. À la mémoire de Gaston Villeneuve, agriculteur et lanceur d'alerte, assassiné le 14 octobre 1963 pour avoir voulu protéger sa terre et ses concitoyens. Les travaux de dépollution durèrent 5 ans. 200 tonnes de terre contaminée furent évacuées vers des centres de traitement spécialisés. Les cuves de béton furent exhumées et leur contenu traité selon les normes modernes. Le site fut ensuite réhabilité et rendu à l'agriculture, mais sous surveillance radiologique permanente. L'affaire Villeneuve eut des répercussions bien au-delà de la région limousine. Elle contribua à l'adoption en 2006 de la loi française sur la transparence et la sécurité en matière nucléaire, qui renforça considérablement les droits des citoyens et l'information du public. Un observatoire national des sites contaminés fut créé, et plusieurs autres cas d'enfouissement clandestin furent découverts et traités. Henri Gagnon, qui avait finalement trouvé le courage de témoigner, devint une figure respectée du mouvement antinucléaire français. « Gaston avait raison », répétait-il lors de ses conférences. « Il fallait parler,
même si c'était dangereux. Le silence ne protège que les coupables. En 2003, 40 ans après la disparition de Gaston, un documentaire intitulé « L'homme au chapeau de paille » retrace toute l'affaire. Le film, réalisé par Claude Lelouch, remporta plusieurs prix et contribua à faire connaître l'histoire de Gaston Villeneuve au grand public. Aujourd'hui, la ferme des Villeneuve est devenue un symbole de la résistance citoyenne face aux abus du pouvoir. Des écoles, des associations, des chercheurs du monde entier viennent étudier cette affaire qui illustre parfaitement les dérives possibles du secret d'État et l'importance des lanceurs d'alerte. Le chapeau de paille de Gaston, celui qui avait survécu 32 ans sous terre pour révéler la vérité, est aujourd'hui exposé au musée de la Résistance de Limoges. C'est un objet simple, usé par les années de travail au champ, mais il représente bien plus que cela. Il symbolise la détermination d'un homme ordinaire à défendre ses valeurs face à l'injustice, même au prix de sa vie. Cette histoire nous montre comment un secret d'État peut détruire des vies innocentes, mais aussi comment la vérité finit toujours par éclater. Gaston Villeneuve avait compris que sa découverte était dangereuse, mais il avait choisi de faire le bon choix, celui de la conscience plutôt que de la peur. Son sacrifice n'a pas été vain. Il a permis de révéler un scandale, de protéger d'autres victimes potentielles et de faire progresser la démocratie française. Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire ? Avez-vous perçu les indices au fil de la narration qui pointaient vers cette terrible vérité ? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Si vous avez apprécié cette enquête approfondie sur l'affaire Gaston Villeneuve, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Laissez votre like si cette histoire vous a marqué et partagez-la avec quelqu'un qui s'intéresse aux affaires qui révèlent les zones d'ombre de notre histoire récente.